deux conférenciers aujourd'hui qui ont décidé de se joindre pour faire une co-présentation. Donc d'abord, Pascal Geneviève au groupe Conseil Carbone, qui est directeur général. Il est également le cofondateur du groupe Conseil Carbone, possède une vaste expérience dans l'analyse du cycle de vie, l'empreinte carbone, l'éco-conception et l'adaptation au changement climatique. Il est certifié quantificateur en inventaire de GES, gaz à effet de serre, et il a occupé diverses positions dans une grande entreprise aérospatiale canadienne, notamment comme spécialiste en éco-conception. Dans ce rôle, Pascal dirigeait l'évaluation du cycle de vie d'un avion complet en gérant plus de 60 fournisseurs, défi de taille. Et auparavant, il a travaillé en France pendant plus de 6 ans comme ingénieur auprès du plus grand fabricant d'avions européen. Au cours de sa carrière, il a eu de nombreuses responsabilités dans des secteurs tels que l'ingénierie, les essais au sol, les simulations et le soutien après-vente. Pascal est titulaire d'une maîtrise en génie mécanique de l'Université d'Urbana-Champaign en Illinois et possède un diplôme d'ingénieur de l'École des mines en France. Il est présentement le directeur général au groupe Conseil Carbone, comme je vous disais, une société qui accompagne les entreprises et les organismes publics dans la transition vers une économie bas carbone. L'entreprise offre des services conseils dans le domaine de la valorisation et gestion carbone, de la finance durable, de la vérification et de l'adaptation au changement climatique. La seconde présentatrice, Madame Geneviève Mongeau, ancienne du réseau des organismes de bassin versant du Québec, est présidente et directrice d'Essor Environnement. Elle possède au niveau académique différentes formations universitaires pertinentes liées au secteur de l'environnement. Celle-ci détient un baccalauréat en psychologie et une mineure en sociologie de l'Université de Montréal, ainsi qu'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Le jumelage des formations en sciences sociales et appliquées que possède Mademoiselle Mongeau lui confère une excellente compréhension des sphères et composantes essentielles se trouvant au cœur de la gestion environnementale. Son expérience en gestion d'entreprise à la direction d'un OBV, l'OBV Abitibi-Jamésie, même si ma mémoire ne fait pas défaut, en gestion de projet, en formation, en concertation et co-gestion, ainsi qu'au niveau de développement d'outils d'aide à la décision, lui permet d'encadrer différents projets de gestion environnementale en intégrant de manière adéquate les populations locales, très important. Ayant développé divers projets en collaboration avec plusieurs municipalités locales, différents ministères et maints acteurs locaux, elle comprend la répartition de pouvoirs au sein de la gouvernance, singulièrement au niveau des ressources hydriques du Québec. Elle est présentement directrice et présidente d'Essor Environnement, une firme de consultation spécialisée en gestion environnementale offrant différents services de planification, de réalisation de travaux terrain, d'accompagnement des MRC, pour la réalisation des PRMHH, les plans régionaux de milieu humide et hydrique, caractérisation de la gestion de projet et bien d'autres services offerts aux organisations publiques et autres entreprises privées. Donc, bienvenue Pascal et Geneviève. Sans plus tarder, je vous cède la parole. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Merci Marc-André. Merci pour l'invitation à venir ici à présenter à Résalience. C'est un plaisir pour Geneviève et pour moi. Alors, l'agenda, en un mot, nous allons vous présenter pourquoi on vous parle d'une démarche de plan d'adaptation. Je sais qu'il y a un savoir déjà très répandu dans le réseau Résalience à ce niveau-là. Ensuite, on ira un peu plus en détail dans la démarche proposée par le groupe Conseil Carbone en vous la présentant. On ira ensuite à travers quelques exemples concrets. On parlera du financement qui est disponible aujourd'hui. Et on terminera par le type de soutien externe qui est offert notamment pour les organismes municipaux. Alors vraiment, en un mot, la démarche qu'on va vous proposer aujourd'hui se veut tout d'abord cohérente. C'est une démarche qu'on a développée à partir des meilleures pratiques qui étaient disponibles en termes d'adaptation au changement climatique et puis qu'on a travaillé, qu'on a complété de façon à la rendre la plus cohérente possible tout au long de la démarche. On la veut également inclusive et on va passer temps à présenter comment on inclut non seulement les parties prenantes externes, bien évidemment, mais aussi à l'intérieur de la municipalité, comment on engage l'ensemble de l'organisation dans cette démarche. Et puis, on la veut pérenne, c'est-à-dire, ça c'est un des défis de tout plan, c'est-à-dire comment on le fait durer dans le futur, pardon. Et ça dépend des points qui sont mis en place dans la démarche et aussi comment on s'assure d'un suivi qui est effectué par la suite. Donc notre démarche veut à la fois cohérente, inclusive et pérenne. Sans plus tarder, je passe la parole à Geneviève. Bonjour, donc rapidement, je vais vous parler pour ma part de la démarche, donc par étape là, de la réalisation d'un plan d'adaptation au changement climatique.
On pourrait en parler longuement, mais je vais essayer d'être assez succincte ce matin. Donc, les 4 grandes étapes d'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique peuvent s'apparenter à la rédaction d'un plan directeur de l'eau. Donc, on retrouve l'aspect portrait, diagnostic, recommandation et mise en œuvre d'un plan d'action. Donc, les 4 grandes étapes sont donc principalement l'initiation de la démarche, l'analyse de vulnérabilité, le plan d'adaptation en lui-même et évidemment la mise en œuvre et le suivi. Donc, la méthodologie qu'on a développée, en fait, qui est adaptée de différents organismes qui sont bien renommés au niveau de l'adaptation au changement climatique. On va parler d'ICLEI, Uranus, WWF Canada et aussi, j'ai développé certains outils adaptés de ISO 14001 qui sont utilisés. Donc, au niveau de l'initiation de la démarche, donc premièrement, ce qui est infiniment important, c'est la définition du mandat, donc d'obtenir un mandat clair de la municipalité, du conseil municipal. Ensuite, extrêmement important, définir très, très tôt au début de la démarche, en même temps que la réalisation du plan de travail, une équipe interne municipale qui va travailler de pair avec les consultants externes. Ensuite, de mettre en œuvre un plan de travail, donc qui sera présenté à l'équipe interne municipale qui va permettre de définir non seulement les échéanciers, mais également les rencontres et les rôles de chacun. Donc, c'est très important d'impliquer l'équipe de travail municipale parce que c'est eux, ce ne sont pas nous, les consultants externes, qui vont mettre en œuvre le plan pour les prochaines années, mais bien l'équipe interne. Donc, l'importance d'avoir une équipe de travail municipal qui est complète et qui va inclure différents directeurs de services. Donc, l'implantation de la démarche, ensuite, est extrêmement importante au niveau interne et externe. Donc, on suggère fortement aux organisations de communiquer à l'ensemble des secteurs internes de l'organisation la mise en place de la démarche de la création d'un plan d'adaptation. Donc, les municipalités voisines et la MRC devraient également être contactées à cette étape pour les aviser du processus et les inclure dans le processus. Donc, tout comme pour les PDE, les ressources et les différents services sont souvent partagés, donc ils ne se limitent pas aux limites administratives. Donc, c'est très important de pouvoir intégrer les acteurs locaux qui possèdent également des données et des informations très pertinentes pour la démarche. Donc, ensuite, il est important d'établir avec la personne ressource de la municipalité un plan de communication interne et externe qui va permettre de prévoir comment les étapes du projet vont être diffusées, donc aux parties prenantes et aux parties intéressées, ainsi qu'à l'organisation municipale. Ensuite, on va procéder à la sollicitation et l'implication des parties prenantes, puis on va déterminer les outils de concertation qui seront adéquats pour les parties prenantes ainsi que l'organisation municipale. Puis, l'équipe externe va procéder donc à la collecte de données, donc les données sur le climat, les données sur le portrait du territoire, pour réaliser le début de l'analyse de vulnérabilité. Ensuite, 8e étape, on réalise le portrait du territoire. Donc, évidemment, comme tout portrait, portrait démographique, physique, environnement naturel, activités économiques aussi, importance des activités récréo-touristiques à ne pas négliger, donc qui ont souvent des impacts sur différents secteurs à différents niveaux, et de bien définir la structure administrative. Donc, c'est essentiel de ne pas sous-estimer la rédaction du portrait. Souvent, on va se dire, bon, bien, on rédige une analyse de vulnérabilité qui va être inclue au plan d'adaptation pour une municipalité, pour une organisation municipale. Ils sont au courant de leur portrait. Mais c'est très important lorsque les plans seront rendus publics. C'est pas tout le monde qui est au courant du portrait du territoire, de toutes les données qui sont disponibles, et aussi pour faire une cohérence, donc évidemment, entre le portrait du territoire et l'analyse dans le document, donc pouvoir se référer au portrait. Et évidemment, ce qui est très important au niveau des consultants externes, c'est de bien connaître le portrait du territoire qui va permettre ensuite de bien définir les aléas climatiques et le niveau de risque qui seront analysés aux étapes subséquentes. Donc, c'est très important pour les consultants externes. C'est pas notre territoire, donc c'est vraiment très important de bien définir le portrait. Ensuite, les consultants externes vont aller collecter des données historiques sur le climat, donc selon différentes sources, que ce soit des articles de journaux, avec la consultation publique qui aura lieu avec les citoyens et les parties prenantes à l'interne de l'organisation, également au niveau des différentes sources d'informations comme Environnement Canada. Donc, on va aller collecter les données sur le climat historique. Ensuite, on va s'assurer de voir aux prévisions climatiques, donc qui sont fournies par des scénarios et des organismes qui sont bien implantés, tel Uranus, évidemment, que vous connaissez tous, et pour ensuite permettre de déterminer des risques potentiels. Pardon.
Donc, à la suite de la révision du portrait de l'analyse des zones sensibles du territoire, il est nécessaire de définir la manière dont les impacts déterminés pourraient représenter des risques potentiels. Donc, on va se retrouver avec des risques qui seront théoriques, donc qui représentent donc l'exposition d'un bien ou d'un service ou d'une population vulnérable aux différents aléas climatiques sur le territoire. Ils ne représentent pas encore des risques réels. Donc, en d'autres mots, quels seront les effets possibles, les conséquences potentielles d'une condition climatique sur une population X, un service municipal, une infrastructure ou encore une composante de l'environnement? Par la suite, on va réaliser une consultation citoyenne qui va nous permettre de collecter des données supplémentaires, donc sur les événements climatiques qui ont été vécus ou observés par les parties prenantes ou les parties intéressées, de présenter les risques potentiels qui auront été déterminés par l'équipe externe de consultants et d'en discuter, de prélever les préoccupations et les perceptions, les attentes des participants par rapport au plan d'adaptation. Ensuite, on va pouvoir intégrer à l'analyse de vulnérabilité les données collectées lors de la consultation publique pour déterminer les risques réels. Donc, les risques réels seront vraiment confirmés en évaluant la vulnérabilité d'un service, d'une population environnementale, d'un bâtiment, d'une infrastructure, pour pouvoir déterminer donc quels sont les risques. Celle-ci, donc évidemment, la vulnérabilité est mesurée en fonction de la sensibilité au climat et de la capacité d'adaptation au changement climatique. Donc, voici le petit schéma qui détermine donc les risques réels. Donc, les aléas à l'exposition, les risques potentiels et l'analyse de vulnérabilité qui permet de déterminer les risques réels. Donc, au niveau de la sensibilité, donc c'est la définition d'ICLEI, donc le définit très bien. Donc, la mesure dans laquelle un système donné est directement ou indirectement affecté par des conditions climatiques ou un impact spécifique du changement climatique. Donc, pour déterminer la sensibilité, on va attribuer à chacun des risques une cote de sensibilité qui est cotée de 1 à 5 en fonction du niveau de fonctionnalité qui va être affecté, qui va se modifier ou qui se maintiendra sur le bien, la population, l'infrastructure, le bâtiment, qui sera analysé suite à l'exposition à l'aléa climatique. Donc, qu'est-ce que la capacité d'adaptation? Donc, deuxième caractéristique qui doit être analysée pour déterminer la vulnérabilité. Donc, c'est évidemment, vous connaissez bien la définition, donc la capacité des communautés et des écosystèmes à s'ajuster pour faire face au changement climatique afin de minimiser les effets négatifs et essayer d'en tirer profit. Donc, on procède à l'analyse de la capacité d'adaptation en évaluant la réglementation, les protocoles, les pratiques, les mesures réglementaires, les mesures non réglementaires, les communications qui sont effectuées à l'interne avec les communautés, les équipements utilisés. Donc, c'est la partie vraiment la plus ardue, donc la plus longue pour les consultants externes. On doit faire vraiment une révision de toutes les pratiques sur le territoire. Donc, la question qui est à se poser pour déterminer la capacité d'adaptation, c'est est-ce que les pratiques et les règlements permettent l'adaptation présente et future en fonction des changements climatiques? Donc, on va octroyer à chacun des risques une cote de capacité d'adaptation de 1 à 5 selon les pratiques qui sont analysées. Donc, afin de s'assurer, oups, j'avais oublié d'avancer, je suis désolée. Pardonnez-moi. Donc, on va déterminer une cote de vulnérabilité finale, donc qui est obtenue de la sensibilité et de la capacité d'adaptation. Et à cette étape, c'est très important d'impliquer l'équipe interne municipale qui va permettre de réviser l'analyse qui est faite par les consultants externes. Donc, c'est les gens les mieux placés pour bien comprendre donc les pratiques qui sont faites au niveau de leur territoire. Donc, on va donc par la suite utiliser une matrice qui va déterminer le niveau de la vulnérabilité. Donc, on va croiser donc la capacité d'adaptation avec je vais juste le pointer ici, la capacité d'adaptation avec la cote de sensibilité va nous donner des cotes de vulnérabilité. Donc, qui sont cotées de 1 à 5 selon la vulnérabilité faible à élevée. Donc, pour notre cas, de manière générale, c'est une décision qui est prise avec la municipalité, mais les risques moyens à élevés vont être retenus comme étant des risques réels. Ensuite, suite au niveau de vulnérabilité, il est nécessaire de déterminer la probabilité d'occurrence et de la gravité qui va déterminer le niveau de risque, pardon,
Donc, la probabilité d'occurrence doit être analysée par les consultants externes en fonction de l'historique du climat, selon les données collectées par les parties prenantes, ainsi que des données qui ont été collectées au niveau de la municipalité. L'analyse de gravité, quant à elle, devra être évaluée en fonction de la sévérité des impacts ou bien la quantité des impacts qui vont découler du risque climatique en fonction de l'analyse qui aura été effectuée, et l'implication de l'équipe interne municipale est nécessaire et essentielle à cette étape. Donc, c'est vraiment les acteurs municipaux qui sont les mieux placés pour déterminer la gravité. Donc, il y a vraiment une importance d'impliquer l'équipe municipale dans le développement du plan d'adaptation et de l'analyse de vulnérabilité. Finalement, on obtient une cote finale qui permet de quantifier chacun des risques, en multipliant la probabilité et la gravité. Ensuite, on va procéder à l'étape de la rédaction du plan d'adaptation, qui va demander encore une fois de plus en plus une plus grande implication de l'équipe interne municipale, d'où l'importance de l'implantation de la démarche au début du processus. Donc, on détermine le niveau d'engagement qu'aura le document et à quel acteur il s'adresse. Donc, c'est très important de faire ce travail avec l'équipe interne municipale. Donc, on veut déterminer tôt dans le processus quel type de plan d'action la municipalité désire présenter. Est-ce que la municipalité désire que le plan présente des engagements ou plutôt des actions concrètes? Est-ce que la municipalité vise des actions qu'elle seule peut mettre en œuvre, ou elle désire que le plan d'action intègre des acteurs locaux qui pourront également être maîtres d'œuvre ou des acteurs clés dans les actions à développer? Ensuite, on va définir les enjeux et les objectifs, qui découleront évidemment des risques déterminés. Donc, il est important de garder en tête que ce sera la municipalité qui va opérationnaliser le plan pour les années à venir. Donc, il est vraiment primordial à cette étape d'impliquer davantage les acteurs municipaux pour que les objectifs et les actions représentent bien les besoins et surtout la capacité de la municipalité à mettre en œuvre le plan d'adaptation au changement climatique. Si le plan ne représente pas bien la structure et les pratiques municipales, malheureusement, c'est un plan qui ne fonctionnera pas très bien. Ensuite, on va aller réviser le plan de communication. Bon, j'ai écrit proposer, mais c'est vraiment une révision du plan de communication qui aura été fait au départ lors de la période de la préparation du projet. Donc, le document les documents devront être planifiés. Donc, au niveau de la communication interne au sein de la municipalité, des moyens de suivi devront être déterminés afin que ceux-ci soient bien implantés lors de la période de mise en œuvre. Il est nécessaire de définir des moyens de communication qui sont adéquats, qui ne sont pas trop lourds, mais qui sont quand même récurrents. On propose ensuite des mesures d'adaptation préliminaires. Donc, l'équipe externe va proposer différentes mesures pour chacun des risques qui vont ensuite devenir des actions à mettre en place. Donc, on devrait proposer plusieurs mesures pour un même risque. Et cette action doit être réalisée avec une rétroaction continuelle avec l'équipe interne municipale. Ensuite, une réalisation d'une consultation publique d'un atelier avec les parties prenantes et parties intéressées doit être réalisée. Donc, une fois que les mesures d'adaptation ont été travaillées avec la municipalité, il est important d'aller les présenter aux parties prenantes et aux parties intéressées. Puis, on va effectuer un atelier de travail qui va permettre de travailler avec eux, les différentes mesures, les différentes actions. C'est très important parce que ça permet vraiment d'augmenter le sentiment d'appartenance et de l'acceptabilité sociale du projet. Donc, c'est vraiment important à cette étape de ne pas travailler en silo et d'intégrer les acteurs dans le processus pour que le plan ait la meilleure pérennité possible. Donc, ensuite, on va évidemment rédiger le plan d'action. Donc, qu'est-ce qu'un bon plan d'action, selon moi? Donc, c'est de prendre en considération que les plans devraient s'échelonner environ sur 5 ans. Plus long, c'est généralement trop long. Les plans d'action doivent présenter des actions, des engagements qui sont suffisamment clairs, mais faire attention de ne pas avoir des actions qui sont trop précises, donc qui permettent quand même une certaine latitude et qui n'ont pas trop d'actions préalables, donc de faire très attention parce que souvent dans la réalité, on désire appliquer des actions, il y a une action qui ne fonctionne pas ou qui a été modifiée dans le temps, puis on ne peut pas appliquer les actions subséquentes. Donc, très important d'avoir des actions claires, mais permettant une certaine latitude.
Le plan doit également être présenté avec logique, mais ça, les gens des OBV et les gens qui ont rédigé des plans d'action sont habitués, donc en fonction des objectifs qui ont été déterminés. Il doit présenter des indicateurs de suivi clairs et réalistes, surtout réalistes. Les maîtres d'œuvre devraient y être présentés lorsque on le sait, lorsqu'ils sont planifiés, donc ça permet d'engager les acteurs locaux et les différents services municipaux. Le plan devrait présenter également le type d'intervention qui sera à réaliser et puis le plan doit évidemment et de manière très importante prévoir un programme de suivi qui demande des actions récurrentes des auditeurs ou de la personne qui effectue le suivi. Mais il ne doit pas être trop lourd, le programme de suivi. Donc, c'est important que les directeurs et les responsables de services qui sont responsables soient également impliqués dans le programme de suivi. Donc, ce ne soit pas seulement la personne en environnement ou l'urbaniste ou la personne en charge qui s'occupe de la coordination du plan qui doit à lui seul ou à elle seule réaliser le suivi. Il faut que les différents services soient impliqués pour que le programme puisse bien fonctionner. Donc, les programmes ou le suivi réalisés de manière annuelle ne sont généralement pas efficaces. Donc, il est préférable d'avoir des suivis trimestriels où les gens ont l'habitude d'intégrer dans leur pratique, de faire un suivi avec leurs différents services et leurs différentes pratiques pour ne pas que, bon, une fois par année ou un mois sur 12 mois, on intègre donc les actions du plan d'action et d'effectuer le suivi. Il y a une étape, subséquente que nous proposons, donc, dans notre démarche, donc, qui est la priorisation du plan d'action. C'est une étape qui est supplémentaire, qui est facultative, mais qui permet d'établir une priorité. Donc, il est vraiment nécessaire de comprendre la différence entre l'analyse du niveau de risque qu'on a présenté plus tôt et la priorisation du plan d'action. Donc, le niveau de risque permet de déterminer la gravité du risque, qui est théorique. En théorie, c'est le risque qui est priorisé, qui est le plus grave, qui devrait être priorisé en premier lieu pour le plan d'action. Toutefois, dans la réalité, on peut avoir la plus belle, l'action la mieux rédigée, qui est la plus grande gravité. Malheureusement, pour une municipalité de 1000 habitants, va coûter 8 millions. Ben, c'est peut-être pas l'action à prioriser en premier lieu parce qu'elle ne sera pas réaliste. Donc, le coût financier est un bon exemple et c'est un type de critère qui n'est pas pris en compte dans l'analyse du niveau de risque. Donc, la priorisation du plan d'action peut être réalisée à l'interne, mais il y a vraiment une importance d'utiliser un outil d'analyse de décision qui est adéquat. Donc, la priorisation va permettre, c'est ça, d'intégrer des caractéristiques ou des impacts qui sont généralement pas tenus en compte. Donc, SR Environnement avec Groupe Conseil Carbone. En fait, moi, j'ai déjà utilisé un outil que j'ai développé et adapté l'ISO 14001 lors de la priorisation en 2016 des actions de mon plan d'action avec le plan directeur de l'eau de l'OBVAJ. Donc, il a très bien fonctionné que j'adapte maintenant au plan d'adaptation au changement climatique qui va permettre de transférer des données qualitative en données quantitatives, de donner une cote de priorisation et qui va intégrer donc à la fois le niveau du risque, mais également le coût, l'inertie et les perceptions et les attentes des parties prenantes. Donc, en terminant, donc en résumé, donc toujours être à l'écoute du client, des acteurs municipaux, évidemment des parties prenantes et parties intéressées, savoir intégrer les données collectées auprès des parties prenantes, établir une bonne communication entre l'équipe interne et l'équipe de consultants dès le début de la démarche, c'est vraiment ce qui va assurer le meilleur développement d'un plan d'adaptation parce que c'est absolument nécessaire de travailler de pair pour avoir un plan d'adaptation qui est le plus juste possible. Établir un calendrier des rencontres et établir le rôle de tous et chacun au début de la démarche. S'assurer de l'implication nécessaire de l'équipe interne municipale afin d'augmenter les chances de réussite et de pérennité, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et finalement, insister afin que le client développe une communication à l'interne très tôt dans le processus pour que tous les départements soient avisés et qu'ils soient prêts à mettre en œuvre leur plan d'action. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Je reprends pour la suite. Merci pour cette présentation. Je vais rentrer un peu dans le détail de l'application, du financement, puis du soutien. Alors, un exemple d'application, c'est en ce moment le projet I3P que nous mettons en place à Beaconsfield. Alors, pourquoi I3P? Puisqu'il est constitué de le I pour l'inventaire des gaz à effet de serre qui est en train d'être réalisé. Le 3P, le premier P pour plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Un deuxième P pour le plan d'adaptation que Groupe Conseil Carbone avec Essor Environnement est en train de réaliser. Et un troisième P pour la planification énergétique communautaire. Donc ça, c'est un plan qui vise à regarder, à comprendre comment l'énergie est consommée, est utilisée ou est produite sur un territoire. Alors, ce projet I3P est unique dans le sens où c'est une des premières fois au Québec où en même temps on adresse à la fois l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Alors, c'est la SIE, la Société d'innovation en environnement, qui coordonne l'ensemble de cette activité. Et vous voyez, c'est YH Environnement qui s'occupe de l'inventaire, du plan d'action et de la planification énergétique communautaire. Ce projet I3P a reçu un financement de 125 000 $ du programme Municipalité pour l'innovation climatique de la FCM. Puis il a été mis de l'avant aussi de communiquer. Un des souhaits de la municipalité était l'implication des parties prenantes et notamment des citoyens. Donc il y a eu des efforts particuliers de faire pour avoir la communication vers les citoyens et l'implication de leur part, notamment à travers la création d'une page internet dédiée au projet. Alors, l'implication des citoyens, Geneviève en a parlé, ça passe par plusieurs étapes. Le plan de communication, voir quels sont les moyens qui vont être utilisés pour entrer en contact avec les citoyens. De notre expérience, la municipalité va mettre en place un portail d'information, que ce soit un site internet ou à travers une page Facebook pour les municipalités qui en ont. En fonction du public cible, la municipalité utilise le moyen approprié. Et puis ensuite, 2 ateliers citoyens que je vais décrire un petit peu plus en détail à travers des exemples. Donc le premier atelier, Geneviève l'a mentionné, le but est de récupérer de l'information des citoyens et des parties prenantes, mais surtout des citoyens dans ce cas-là. Comment on l'a fait? On a utilisé des cartes du territoire, les cartes qui étaient imprimées, disposées sur des tables, et après avoir fait une présentation des défis des changements climatiques pour informer les citoyens, ils étaient invités à partager, à noter sur des cartes, à échanger ensemble l'historique du territoire, d'une part, c'est-à-dire concrètement les événements qu'ils ont vécus, qu'ils ont observés, et les localiser sur le territoire à l'aide de codes de couleurs qu'on avait mis en place. Donc non seulement ça permet de recueillir pour l'exercice du plan d'adaptation le savoir des citoyens, mais aussi ça permet un échange et donc un partage d'informations au niveau des citoyens présents. Et bien évidemment aussi, on recueille les inquiétudes pour l'avenir, c'est-à-dire les risques perçus par les citoyens qui sont aussi également notés et inscrits sur les cartes. Donc cela nous permet de récolter beaucoup d'informations lors de ce premier atelier. Le deuxième atelier, lui, il est là pour présenter donc les mesures d'adaptation. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, les propositions sont distribuées à même la salle et les citoyens viennent pour marquer leur approbation ou leur commentaire constructif vis-à-vis de telle ou telle proposition. Donc ça nous permet de voir les propositions qui ont beaucoup d'engouement, qui plaisent à la population. Puis des fois, on a aussi des propositions qui manquent de clarté, qui ne sont pas bien comprises, et ça nous permet de pouvoir revenir et les retravailler pour les expliquer. Et aussi, ça permet de recueillir de nouvelles propositions qui sont souvent complémentaires à ce qui avait été proposé et qui permettent de construire un plan d'adaptation non seulement plus robuste, mais en plus porté par les citoyens dans une démarche collaborative. Alors, je vais vous donner quelques autres exemples de façon de réduire la vulnérabilité. On parle de connaissance du risque. Donc, ici, c'est un exemple de cartographie de maisons. Donc, c'est un territoire sur lequel il y a des maisons qui ont été coloriées en rouge et en bleu. Et celles qui ont été coloriées, c'est celles pour lesquelles le niveau maximum de l'eau est monté au-dessus d'1 mètre par rapport au niveau du plancher. Et celles en bleu, c'est celles qui ont un étage supplémentaire, et celles en rouge, c'est celles qui n'ont qu'un seul étage. Donc ce type de cartographie permet d'identifier des habitations qui sont plus à risque que d'autres. Un autre exemple de connaissance du risque,
c'est la prise en compte des scénarios climatiques. C'est un rapport qui est sorti la semaine dernière au niveau de Environnement Changement Climatique Canada qui montre les crues de récurrence, pardon, les niveaux de récurrence des précipitations. Et on voit qu'en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, à gauche, on a un scénario où on réduit fortement nos émissions. À droite, on a un scénario où les émissions continuent sur la trajectoire actuelle. Et on voit que les précipitations de récurrence 50 ans, ben, en fonction des scénarios, vont se reproduire différemment. Si on prend le scénario où on poursuit la tendance actuelle, eh bien, on voit que la période de récurrence 50 ans est amenée à devenir de l'ordre de 20 ans à la moitié du siècle et de l'ordre de 10 ans à la fin du siècle. Donc ça fait partie de la connaissance du risque qu'on doit intégrer dans la démarche d'adaptation. La culture du risque, j'aime beaucoup ces exemples parce qu'on le sait, les événements dans le passé, plus ils sont loin dans le passé, moins on les considère comme étant graves. C'est un mécanisme qui nous permet d'aller de l'avant, mais il est important de rappeler par des éléments physiques, comme ces indicateurs, qu'à tel endroit, il y a eu une crue de ce niveau-là, de façon à permettre de garder cette mémoire collective vivante et de la rendre plus concrète. Alerte et gestion de crise. Donc là, on parle d'informations nécessaires de développer, notamment en termes d'urgence, de procédure d'urgence. Comment doit-on réagir autant pour l'organisation municipale, des plans particuliers d'intervention, que l'information qui doit être disponible vis-à-vis des particuliers ou des entreprises ou des acteurs du territoire pour gérer la crise. La prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire. Par exemple, au sein des règlements municipaux, il y a beaucoup de façons d'intégrer la gestion du risque. On connaît les exemples de revêtement pour les stationnements, par exemple, ou d'indices de réfraction pour les toitures qui peuvent être inclus au sein même de règlements municipaux pour favoriser la propagation de ce genre de technologie. L'adaptation des enjeux existants, on a parlé des études de vulnérabilité, il y a d'autres types d'études aussi, comme le calcul des coûts des dommages. Ça permet de déterminer quelle est la valeur des dommages qui pourraient arriver d'une situation pour être capable de prendre une décision d'investir ou de modifier certaines habitudes. J'ai ici d'autres exemples concrets de mesures d'adaptation. On a là une toiture végétale qui a été mise en place par l'arrondissement de Saint-Laurent sur un de ces bâtiments. Alors cet exemple a la vertu de montrer la municipalité qui initie la démarche et qui donc démontre par l'exemple de ce qui est possible de faire. Un autre exemple à Saint-Laurent également, c'est un stationnement qui a pris en compte dans sa réalisation les principes de biorétention. Alors on a ici de l'eau de ruissellement qui va être captée par le fossé, puis qui va être ensuite filtrée par les plantes pour pouvoir ensuite regagner la nappe phréatique, ce qui fait que ça allège le système d'évacuation des eaux pluviales. Un autre exemple de stationnement, ici un concept un petit peu différent, la mise en place de pavés alvéolés, ainsi qu'une cuve de récupération de l'eau pluviale à la ville de Plessisville. Donc là, on est sur un stationnement municipal qui décide de mettre en place des technologies différentes, encore une fois, dans le but de gérer les pluies abondantes qu'on a, puis qu'on va continuer d'avoir notamment en hiver et au printemps. Et le dernier exemple, c'est sur l'organisation de l'après-crise. Il y a des événements, même si on réduit le risque, ils peuvent encore arriver. Et puis on doit penser de quelle façon on va gérer l'après-crise, donc les mesures à mettre en place pour revenir le plus rapidement à la normale et pour limiter le stress que les populations ressentent suite à ces événements-là. Alors je passe maintenant au financement. Aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est Climat Municipalité phase 2. Il comporte deux volets. Le volet 1 qui couvre des études de faisabilité jusqu'à un montant de 50 000 $. Les demandes sont en continu, donc on peut soumettre nos demandes n'importe quand.
il y a un budget de 5 millions de dollars. Le volet 2, qui marche par appel à projet, ça concerne des projets pilotes à caractère innovant. Le budget maximum par projet est de 1 million de dollars et on est dans la deuxième phase d'appel à projet qui va jusqu'au 20 septembre 2019. Alors, je présente ici les projets qui ont été retenus pour le volet 1. Donc, on voit qu'il y a à la fois des projets qui visent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quand on parle d'études opérationnelles pour la réduction des GES, et également l'adaptation au changement climatique avec des études pour aménagement de bassins de rétention ou d'autres types. Des exemples pour le volet 2. Ici, on voit donc des projets pilotes. Encore une fois, je ne vais pas les passer tous, mais on trouve à la fois des projets qui visent à l'adaptation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un élément important, c'est le côté innovation, et notamment innovation sociale. Le volet 2 met l'accent sur cette partie innovante avec l'implication d'acteurs locaux et notamment des citoyens, idéalement dans la co-création de solutions sur un mode collaboratif. Donc vous voyez, on est dans le deuxième appel à projet sur un budget total de 35 millions de dollars. Donc il reste encore beaucoup d'argent. Alors je vais finir par quel type de soutien externe pour les organismes municipaux. On l'a mentionné, mais je vais revenir dessus, la préparation de la demande de financement. On voit que les organismes municipaux n'ont pas toujours le temps ou les ressources pour réaliser les demandes de financement, et ce sont des services que nous offrons et que nous avons offerts avec succès dans le passé. La collecte de l'historique des événements extrêmes pour le territoire, Geneviève en a parlé, il y a plusieurs façons de faire ça. La municipalité ou les MRC ou différents organismes comme les OBV ont des historiques d'événements, mais il y a d'autres sources également qu'on est capable d'aller chercher pour collecter cet historique-là. Le partage des projections climatiques pour le territoire, évidemment à partir des données d'Ouranos, il y a différentes autres sources de données aussi qui nous permettent de compléter l'information. L'analyse des vulnérabilités, Geneviève l'a décrit en détail. La formation à l'analyse des risques également, la technique d'analyse des risques qu'on vous a présentée, c'est quelque chose qu'on est prêt à partager. Les municipalités ne sont pas toujours équipées pour analyser les risques de cette façon-là. L'implication des parties prenantes et l'organisation d'ateliers, comme ça a été présenté. On a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, puis on voit à quel point c'est important de solliciter les parties prenantes et les citoyens. L'identification de mesures d'adaptation à partir des meilleures pratiques. On a une base de données qui recense l'ensemble des mesures d'adaptation qui ont été déployées ici au Québec, ce qui nous permet de faire des suggestions en fonction des différents contextes des municipalités ou des MRC. Et puis l'accompagnement global dans la mise en place du plan d'adaptation à travers la sélection des mesures d'adaptation, la définition d'un échéancier, des responsabilités, puis la mise en place du plan de communication et du suivi. Alors voilà l'ensemble du soutien que l'on peut offrir aux organismes municipaux. C'est tout pour nous. Merci beaucoup Pascal et Geneviève. Merci là, notamment là, pour certains peut-être focus que vous avez pu mettre dans votre présentation. Là. J'ai notamment bien apprécié là, toute la différenciation entre le risque perçu, le risque potentiel, le risque réel, comment on fait la traduction entre l'un et l'autre. Également, là, je pense que vous avez mis de l'avant l'importance des données climatiques historiques là-dedans. Peut-être une question pour débuter à chacun d'entre vous pendant que les participants là, réfléchissent à leurs questions et les écrivent là, dans la barre de conversation. Geneviève, je serais curieux de t'entendre sur la principale différence que tu vois entre un plan directeur de l'eau et un plan d'adaptation. Je vais profiter de ton expérience dans le domaine pour cette réponse. Et Pascal, je serais curieux de t'entendre sur le plus gros ou le plus grand défi là, que peut représenter là, cette offre de service en tant que consultant externe là, auprès de municipalités ou d'entreprises. C'est quoi, quel est le plus grand défi à relever pour finalement là, promouvoir ce mouvement vers l'adaptation? Fait que peut-être Geneviève d'abord, vu que j'ai adressé ma question d'abord à elle.
En fait, ça s'apparente quand même beaucoup. Bon, j'avoue qu'honnêtement, j'ai pas plus réfléchi à part d'avoir utilisé beaucoup d'outils que j'avais développés pour la mise en œuvre de mon plan d'action. Mais il y a quand même beaucoup de... Évidemment, ça reste un portrait puis un diagnostic, comme beaucoup de plans d'environnement, là, pas juste des PDE ni des plans d'adaptation. L'implication des parties prenantes est aussi importante, des parties, des citoyens également. La concertation également. Bon, c'est sûr que pour un plan directeur de l'eau, l'OBV est dans l'obligation donc de voir la concertation. Là où il est différent dans la réalisation du plan, c'est que le plan, il n'y a pas de mesures réglementaires ou législatives encore au Québec pour les plans d'adaptation. Il n'y a pas non plus d'organismes qui chapeautent des plans d'adaptation. Donc, la concertation est un peu laissée. C'est peut-être aussi l'approche que moi j'ai parce que je viens des OBV, donc c'est extrêmement important pour moi. C'est quelque chose que où je mets une emphase particulière pour les organismes municipaux, mais ça reste leur décision et ça reste le niveau de concertation qu'ils veulent réaliser. Donc, c'est à la discrétion de la municipalité. Donc, là, ça, c'est une grande différence. Évidemment, le temps, tout dépendamment des territoires, les organismes de bassin versant, les PDE, c'est quand même des documents qui sont beaucoup plus longs à rédiger. Donc, un plan d'adaptation, ça peut prendre de 6 mois à 1 an, donc à faire, tout dépendamment du territoire. Donc, mais ça s'apparente essentiellement. Puis, ce qui est différent, c'est peut-être le nombre d'acteurs et des maîtres d'œuvre dans les plans d'action. Donc, il y a beaucoup plus de maîtres d'œuvre qui peuvent être impliqués dans des plans directeurs de l'eau que dans des plans d'adaptation. Mais tout de même, ça dépend encore une fois du territoire et de la superficie et des activités qu'on retrouve sur le territoire. Mais c'est une démarche qui peut s'apparenter. Dernière chose, les plans d'adaptation vont demander aux consultants externes, honnêtement, une extrêmement grande connaissance au niveau de l'environnement de manière générale, mais très, très, très large. On ratisse très large au niveau de l'adaptation au changement climatique. Donc, ça aussi, c'est une différence, tandis que les plans directeurs de l'eau, on va avoir besoin de connaissances très poussées en hydrologie, aussi dans d'autres domaines d'aménagement du territoire, mais les plans d'adaptation vont demander une très grande connaissance en environnement de manière générale. Voilà. Puis pour répondre à ta question, Marc-André, sur les défis, ils sont principalement avec les municipalités sur le financement. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a une volonté de plusieurs municipalités d'aller de l'avant, mais ça prend un minimum de ressources. Comme l'a dit Geneviève, il n'y a pas de réglementation, donc il n'y a pas d'obligation. Par contre, il y a une obligation d'assurer la sécurité des citoyens, puis d'assurer la pérennité de la municipalité. Donc, il est aussi démontré que l'investissement en adaptation va faire éviter des coûts sur le long terme lorsque des événements extrêmes se produisent. Alors, c'est vraiment ce défi-là du financement. C'est pour ça que des programmes essaient de compenser en partie. Un autre défi, ça va être sur les ressources. Il est important que même quand la municipalité fait affaire avec un cabinet externe, il y ait quand même des personnes qui supportent ça à l'interne. Ça va prendre un minimum de contribution. Geneviève a insisté sur cette contribution de la municipalité en termes de personnes. Puis d'ailleurs, c'est un des critères de pérennité du plan. Alors, ça prend un minimum d'engagement, de ressources à l'interne, qui n'ont pas besoin d'avoir de grandes connaissances d'ailleurs à ce sujet-là, mais de suivre le projet puis de s'engager dans la mise en place du plan d'adaptation. Merci, puis je pense que ça va un peu. On peut peut-être continuer sur cette ligne-là avec la question de Andrew, là, je ne sais pas quelle municipalité, là, mais qui mentionne que le manque de personnel et le financement là, de leur municipalité sont leurs principales là, limites à faire un bon plan d'adaptation. Là. Quelles pourraient être les meilleures options dans un cas dans un cas qu'on retrouve beaucoup au Québec, finalement, toute petite municipalité, souvent des grands territoires et peu de ressources autant financière que humaine à l'interne. Avez-vous une réflexion à ce sujet? Moi, oui, mais je sais, c'est ça quelque chose qu'on n'a pas vraiment discuté ensemble. Je vais quand même m'avancer en espérant que Pascal est sur la même longueur d'onde que moi. J'irais,
c'est encore une fois mon bagage de directrice d'organisme de bassin versant. Euh, pour les municipalités qui ont, effectivement, on connaît la réalité. Moi, j'ai travaillé en Abitibi, donc beaucoup de petites municipalités qui ont peu de ressources. Oui, il y a du financement disponible, c'est difficile à avoir parfois, puis ça ne couvre pas tous les frais. Le personnel est réduit. Donc, moi, ce que je suggérais fortement, ce que j'ai fait dans le passé avec plusieurs de mes projets régionaux ou avec les municipalités locales, c'est de voir les impacts des changements climatiques. Il y a beaucoup de... on a des entreprises, des grosses entreprises qui peuvent être sur le territoire et qui peuvent permettre d'être des acteurs aussi d'implication dans le changement climatique qui pourraient aider à financer des plans d'adaptation au changement climatique. Dans le même cas où des actions, des plans d'action pouvaient être prises en charge et où les maîtres d'œuvre étaient certaines entreprises. Donc, je ne vois pas pourquoi ça pourrait être quelque chose qui serait mis de côté. Donc, de voir avec les acteurs locaux s'il y a des gens qui désirent s'impliquer dans les plans d'adaptation. Je parle pour ma part, c'est mon opinion. Oui, non, c'est une très bonne idée. Ça prend de l'implication des acteurs locaux qui vont aussi s'y retrouver. On parle de difficulté d'attraction de la main-d'œuvre et en région, et le fait d'avoir ce type d'initiative peut aider justement à montrer le dynamisme de la municipalité et puis peut aider des entreprises locales à attirer de la main-d'œuvre. Aussi, de petites municipalités peuvent penser à se regrouper. Est-ce que la MRC est le bon niveau pour aller vers des plans d'adaptation? Ça peut être. Donc, ça peut être une solution aussi de mutualiser les ressources pour aller dans une démarche d'adaptation qui serait gérée par exemple au niveau de la MRC. Un peu la question qu'on a là, de Marjorie, là, je crois, là, qui est de savoir est-ce que c'est réaliste finalement de vouloir élaborer un plan d'adaptation au niveau régional, là, étant donné là, que vous avez mentionné l'importance là, des communications à l'interne et du suivi du plan d'action qui doit être fait. Est-ce que Je pense municipalité locale et régionale est du même ordre? ça complexifie effectivement, donc ça va demander plus de temps, ça va demander beaucoup plus de concertation. Moi, à ce moment-là, je mettrai en place une table de concertation temporaire pour la rédaction d'un plan d'action à l'échelle de la MRC. Mais selon moi, ce serait la meilleure opportunité, l'adaptation la plus réaliste. Les MRC vont soutenir grandement, de manière générale, c'est sûr que c'est différent par région, les municipalités, souvent ont des ressources aussi à l'interne qui peuvent être appliquées, tout comme les plans directeurs de l'eau, les limites administratives, les changements climatiques ne s'arrêtent pas aux limites administratives, les impacts non plus. Donc, il faut déjà, je crois, je pense que pour les meilleurs plans, il faut déjà intégrer les voisins, donc les municipalités voisines. Donc, pourquoi ne pas le faire à l'échelle d'une MRC, même si ça prend plus de ressources, mais les ressources c'est sûr que le plan va coûter plus cher à réaliser, sauf qu'on se met tout le monde ensemble et on va sauver des coûts à ce niveau-là. Un peu dans le même principe que les PRMHH. Donc, oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est très possible de le faire. Ça prend une bonne équipe de consultants très bien structurée, par contre, à l'externe pour s'assurer la coordination adéquate de ces projets. Donc, j'ai réalisé plusieurs projets à l'échelle régionale. Ça demande vraiment d'avoir des plans de travail, des échéanciers clairs, quelqu'un qui s'assure de la coordination du projet. Mais si vous avez ces consultants qui sont bien ferrés pour effectuer le travail, je crois que l'échelle supramunicipale est une très bonne échelle pour réaliser des plans d'adaptation. Tout à fait d'accord avec Tu veux Geneviève. Là, aj- j'illustrerai juste pour illustrer avec un exemple. On était avec une petite municipalité dont la prise d'eau est dans une rivière et la rivière en amont traverse une autre municipalité, ce qui fait qu'il y a toute une dynamique ici de résilience et de risque sur la qualité de l'eau potable. Alors, ces discussions-là, la municipalité peut les avoir dans le cadre de son plan d'adaptation, mais c'est sûr que ça prendrait à un moment donné une activité au-dessus, puis pour avoir cette coordination avec l'ensemble de municipalités. pour ma part, parce que je vois Éric Perrault qui avait ajouté là, la dimension d'envisager là, un plan d'adaptation pour un regroupement de municipalités rurales. Je sais que par le passé, la Fédération canadienne des municipalités, là, via son programme Innovation climatique, allait directement dans ce sens. En fait, c'est quelque chose qui était souhaité par ce programme pour justement qu'il y ait cette même idée de communauté de pratique. Puis on a vu là, dans le cadre de nos communautés là, qui font partie de la résilience, là, deux cas en particulier qui me viennent en tête qui vont dans ce sens-là. Le premier a été financé là, en partie par la Fédération canadienne des municipalités. Et je me souviens pas de toutes les municipalités, mais c'était notamment un projet là, de l'OBV Rivière Petite Nation Saumon.
qui est dans la région de Laurentides, si je ne me trompe pas, avec les municipalités de Duhamel, de Saint-André-d'Avelin, où il y a eu véritablement une préoccupation de développer cette solidarité-là entre les municipalités pour la gestion puis l'adaptation au changement climatique, là, du risque inondation en particulier. Et également là, dans le coin de la Matapédia avec l'OBV Matapédia Restigouche qui, pour leur part, eux, ont pris l'ensemble des municipalités sur le bassin versant de la rivière Matapédia pour traiter là, de la question de la gestion durable des eaux pluviales, de l'ensablement de Frayères. Et rapidement, à la question si la présentation va être disponible suite au webinaire, vous pouvez la télécharger en bas à gauche et nous rendons, là, les conférenciers d'aujourd'hui ont accepté de rendre disponible cette présentation sur la plateforme YouTube des OBV du Québec. Moi, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais j'en aurais peut-être deux autres à vous poser, là, peut-être un peu plus techniques, mais vous avez mis l'emphase là, sur l'importance des données historiques. Je poserais peut-être à Geneviève simplement la question pourquoi? Pourquoi c'est important, en fait, ces données-là? Et ensuite, Pascal, on a abordé un peu le calcul là, des coûts, des dommages potentiels. Je serais curieux de savoir si tu es au courant là, d'approches, de techniques pour un peu débuter ce travail là, d'analyse des coûts là. Donc, pour les données historiques, c'est extrêmement important. On est capable de voir, les scénarios climatiques vont nous permettre de déterminer des risques, mais ça reste des scénarios climatiques. Les tendances sont déterminées par exemple, Uranus. On est capable de les analyser, mais si on n'a pas de données historiques sur le territoire précis, puis il faut comprendre aussi que les scénarios climatiques qu'on utilise, je vous donne l'exemple de la ville de Beaconsfield qu'on réalise présentement. On n'a pas, c'est pas les données sur Beaconsfield on a les données qui vont toucher l'île de Montréal. De manière générale, les scénarios sont pas aussi précis qu'un territoire de 11 km². Donc, de pouvoir jumeler les données historiques qui ont été vécues ou perçues par la municipalité directement par les citoyens, ça va nous permettre d'affiner. Donc, même jusqu'aux prévisions climatiques, on juxtapose avec les prévisions qui sont plus régionales ou plus locales des événements historiques qui vont nous permettre de voir est-ce que les événements historiques concordent avec les tendances qu'on a vues, qui ont été remarquées à l'échelle un peu plus régionale, qui vont permettre de voir aussi qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. Aussi, de cibler les secteurs qui ont été touchés. Donc, est-ce que c'est des secteurs qui sont récurrents? Est-ce que c'est des secteurs est-ce que c'est arrivé une fois, un événement où il y a eu des arbres qui sont tombés, des vents violents, des micro-rafales, des inondations? Est-ce que c'est toujours les mêmes secteurs? Puis on va aller voir pourquoi. Pourquoi on a des inondations? Est-ce que c'est parce que les inondations, oui, ça peut être les pluies intenses, mais ça peut également démontrer un problème au niveau de la capture des eaux pluviales. Ça peut démontrer une problématique au niveau des drains de fondation. Donc, c'est vraiment, faut être capable d'analyser ces données-là. Donc, les données historiques sont extrêmement importantes pour toutes ces raisons. Pour la compréhension là, de l'échelle temporelle, je pense, et spatiale là, des phénomènes là, sur lesquels on travaille. Pascal, ta réponse, peut-être avant d'aller avec les deux autres. Alors, oui, pour ce qui est des coûts, c'est un exercice qui est assez peu répandu encore. Moi, ce que j'ai vu, c'est des estimations de coûts si jamais, par exemple, on avait une digue et la digue venait à céder, quel serait l'ensemble des dégâts qui seraient occasionnés, autant pour les propriétés que pour les exploitations agricoles qu'il y avait ou les entreprises. Et c'est ce genre de coûts qui sont en fait calculés à partir d'exemples de dégâts occasionnés à d'autres endroits où des digues avaient cédé que, euh, que des municipalités avaient réalisé pour se dire, ben voilà, si jamais ça arrivait, on serait pris avec ce genre d'impact économique à gérer. C'est sûr qu'il y a différents niveaux, différents paliers de gouvernement qui interviendraient, mais il y aurait des coûts aussi pour la communauté. Donc c'est souvent dans des cas très précis de problématiques identifiées qu'on est capable de faire cet exercice en allant chercher ce qui est arrivé à d'autres endroits qui ont subi des dégâts similaires en fait. Donc c'est ce genre d'études. Il y a des études plus larges qui ont été faites au niveau du gouvernement du Québec pour voir les impacts des changements climatiques, les coûts occasionnés au fil des années. Mais en termes d'analyse coût-dommage local, ça dépend donc d'un aléa appliqué à une circonstance vraiment précise. Puis on avait là, la présentation récemment là, de Laurent da Silva d'Uranus là, qui nous présentait leur approche là, d'analyse coût
pour les changements climatiques. Puis on me dit encore récemment que tout ce qui est projet de soutien aux municipalités dans le cadre du cadre de prévention de sinistres du ministère de la Sécurité publique, l'approche là, d'analyse des dommages annuels moyens, c'est quelque chose qui est nécessaire à leur prise de décision. Peut-être en rafale sur les deux dernières questions d'Andrew et de Sandra, puis j'aime beaucoup la question d'Andrew, peut-on déterminer nous-mêmes, je crois qu'on parle à l'échelle de la municipalité ici, nos vulnérabilités au changement climatique, et est-ce que vous considérez que les données climatiques, projections historiques, etc., sont suffisamment accessibles pour les principaux intéressés, pour que les principaux intéressés puissent les utiliser? Est-ce que Bon, parfait. Peut-être Geneviève. Je ne peux pas répondre, Andrew, à votre question. Est-ce que vous êtes capable vous-même de déterminer les vulnérabilités? Dans une certaine mesure, fort possiblement. Je ne connais pas vos connaissances non plus à ce niveau-là, donc je ne peux pas vous répondre et je n'oserais pas m'avancer pour vous répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment avoir une méthode qui est validée. Donc, on s'inspire, nous, comme on vous l'a présenté, de méthodes qui avaient été présentées par CLEI ou RANA, ce qu'on a adapté, évidemment. On est allé un petit peu plus loin dans la démarche. Ça prend une grande connaissance de l'environnement de manière générale. Donc, pour être capable vraiment d'évaluer donc la capacité d'adaptation et la sensibilité du climat, il faut être capable, évidemment, d'analyser donc les prévisions climatiques. Je n'oserais pas m'avancer pour savoir si vous détenez les connaissances pour le faire, mais ça prend une méthode qui est assez complète et dans notre cas, on a réalisé un protocole. Donc, on utilise à l'interne et on s'y réfère quand même souvent, même si on est des spécialistes dans le domaine. Donc, c'est une méthode qui doit être extrêmement rigoureuse et qui demande vraiment beaucoup d'informations. Et c'est pour ça aussi qu'on va aller travailler avec les CRE, on va aller travailler avec les OBV. Juste la semaine dernière, on a contacté un comité ZIP, donc pour avoir des données, pour avoir leur impression par rapport à une problématique précise, un enjeu. Donc, on ne peut pas être des spécialistes à 100% sur toutes les problématiques. Des fois, on a besoin de consulter un hydrologue, on a besoin de consulter quelqu'un qui possède des connaissances plus spécifiques sur un enjeu qu'on retrouve sur un territoire. Donc, on va aller voir vraiment des spécialistes. Donc, moi, je suis spécialiste dans plusieurs domaines, Pascal aussi, mais on n'est pas des spécialistes sur tout. Donc, c'est bien important de s'entourer. Donc, c'est quand même un travail qui est qui est très poussé au niveau scientifique et des connaissances. Oui, je suis d'accord avec Geneviève là-dessus. Pour la recherche d'informations, ben, ça demande vraiment d'aller fouiller beaucoup parce que l'information est pas mal dispersée. Alors oui, Ourado, ça fait un travail incroyable de mettre à disposition un ensemble de prévisions et puis de projections de leur modèle, mais il y a beaucoup d'autres informations qu'il est plus difficile d'aller chercher. On aimerait ça, nous aussi, que ce soit concentré en un seul endroit puis que ce soit facilement accessible, mais ça prend vraiment d'aller fouiller, que ce soit dans des revues, dans des sites internet spécialisés, de contacter l'ensemble de parties prenantes qui ont de l'information de grande valeur et après les avoir identifiées pour pouvoir récupérer puis agréger cette donnée. Donc il y a une certaine difficulté à l'accession à l'information là-dessus. Et moi, si je peux me permettre un peu en guise de conclusion, ben, je trouve vraiment la question intéressante, là. Ça me rappelle, je pense que la curiosité puis justement l'implication des gens autour, qu'on a autour dans cette réflexion-là, c'est intéressant. Puis on me parlait là justement dernièrement tu sais, que autant chez un gars de pelle que chez un urbaniste, avoir un peu cette réflexion-là, cette sensibilité par rapport à nos vulnérabilités au changement climatique, ben, ça permet quand même déjà d'engendrer dans une certaine mesure des changements de nos pratiques. Puis concernant là, les données climatiques, je sondais là, dernièrement là, les membres de la Résilience sur les principaux obstacles passer, à aller de l'avant avec une planification de l'adaptation. Puis on avait fait la même chose, je crois, il y a là, 10 ans, où là, l'obstacle principal était vraiment le manque de données. Aujourd'hui, je pense que les plateformes là, se sont multipliées. L'information est très présente, mais peut-être très diffuse. Là. C'est notamment une des choses que je tente de faire dans la Résilience, de un peu centraliser cette information-là sur le site web de la Résilience, mais on n'est pas les seuls. Tout le monde cherche un peu
assez de se positionner là-dessus, mais je vous souhaite le meilleur dans la suite de votre réflexion. Encore une fois, merci beaucoup Pascal et Geneviève pour la présentation d'aujourd'hui, super intéressant. C'est toujours le fun de pouvoir multiplier là, les perspectives sur les questions d'adaptation. Donc, Merci à vous. merci Bon, beaucoup. merci pour votre temps. Merci à vous. Merci, bonne journée.